Alors si vous tendez attentivement l'oreille, normalement vous devriez entendre un espèce de petit bruit assez aigu. C'est le bruit d'une corde qui se tend. Cette corde, c'est celle qui relie les marchés à la réalité. Cette semaine, pendant que Wall Street a empilé les records comme si c'était des sacs de sable, les données macro faisaient quand même un tout petit peu grise mine. Les tensions commerciales grimpent comme le thermostat au mois d'août. Enfin, on espère. Et Donald Trump, lui, il visitait la Fed comme s'il allait racheter le bâtiment pour construire des HLM une fois qu'il aurait viré le propriétaire actuel, bien sûr. Bref, les marchés sont euphoriques, l'économie montre quand même des signes de faiblesse, sauf l'emploi qui tient la route, mais qui a tout de même pris note des vagues de licenciements chez Intel et Microsoft. La Fed, elle attend. L'Europe attend en crispant les doigts sur la ceinture de sécurité dans les virages et les mêmes stocks reviennent comme une épidémie de gastro sur un paquebot de croisière, le tout avec un VIX qui roupille à 14 et une BCE qui ne touche plus à rien, et puis un S&P 500 qui bat 5 records en 5 jours, ainsi que le 1er août qui arrive à toute vitesse. Un 1er août qui symbolisera non seulement la fête nationale suisse sur les monts quand le soleil annonce un brillant réveil, mais également la date butoir pour signer des deals avec tonton Donald. Mais tout va bien, c'est l'été, bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 26 juillet 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. La semaine a donc commencé sur une belle promesse. Trump annonce un accord commercial avec le Japon, résultat euphorie instantanée, l'Asie en feu, le Nikkei plus 4% sur la semaine. Bon, l'accord est un semi-braquage tarifaire maquillé en win-win situation. Côté européen, on attend notre tour comme un troupeau de moutons à l'abattoir en espérant que ça soit moins pire. Chaque jour, les marchés européens ont espéré le grand deal Europe-USA. Et à chaque jour, Trump, il a tweeté demain, demain. Ce demain est devenu une sorte de perpétuelle reconduite, c'est une espèce de mouvement perpétuel. Demain, c'est aujourd'hui, ou peut-être pas, ou c'est après-demain. Résultat, les indices ne baissent pas, parce que qui va vendre avant un potentiel accord salvateur? Eh bien, évidemment, personne. Même pas le VIX qui somnole à 14,93 comme s'il était parti en vacances et se sentirait concerné à la rentrée fin août, peut-être après la réunion de Jackson Hole, là où les banquiers centraux vont se réunir pour se prendre pour des cow-boys et nous expliquer pourquoi eux ils savent et pourquoi nous on est un peu en excès de confiance. Donc dorénavant c'est assez évident qu'on n'a plus peur de rien et envisager de se protéger contre une éventuelle baisse, c'est devenu complètement hors sujet. Ça sera un peu comme se bourrer d'antigrippaux en pleine canicule estivale. En tous les cas, la semaine aura été placée sous le signe des records. 5 records en 5 jours pour le S&P 500. Le Nasdaq a fait plus ou moins la même chose, avec un jour d'hésitation chez Nvidia qui lui a fait rater une séance de record. Le Dow Jones, lui, il est toujours un peu à la traîne à cause de sa composition old school, bien sûr. Pas assez d'intelligence artificielle dedans, mais il est toujours en embuscade et ça risque d'être le cas la semaine qui vient. Il n'y a donc aucune réelle logique dans ce qui se passe actuellement, aucune. Les chiffres macro sont contradictoires, mais c'est pas grave parce qu'on est dans cette phase bénie ou maudite où tout est interprété positivement. PMI manufacturier pourri, c'est bon pour une baisse des taux. Marché de l'emploi solide, c'est bon pour la croissance. Résultat mitigé, on s'en fout, l'IA va tout sauver. Welcome to la troisième dimension de l'interprétation des news. Et puis alors attention, on commence même à revoir les mêmes stocks exploser sans raison. On a vu Coles qui a doublé en une séance et tout ce qui est shorté par le marché est susceptible de se prendre un gamma short squeeze dans les dents pour autant que les gars de chez Reddit s'en prennent à eux. Il n'y a donc plus de zone de confort pour les shorts et d'ailleurs les ours sont en voie de disparition. Aujourd'hui, s'afficher officiellement comme bearish sur les marchés financiers, c'est un peu comme avoir osé annoncer être banquier pendant la crise des subprimes, où si vous le faisiez, on vous lançait des pierres. C'est du suicide social. Il n'y a qu'une seule direction à suivre aujourd'hui, qu'une seule politique à valider, c'est celle de la hausse. Et puis c'est tout, c'est be bullish or die. Et le moment surréaliste de la semaine, on en a parlé hier dans le Morning Bull Live, c'est Donald Trump qui est allé visiter la Fed. Alors non pas pour dire bonjour, mais pour menacer Jérôme Powell en personne. Motif officiel, un audit des travaux. Motif réel, une
pression façon Tony Montana pour baisser les taux sous peine d'expulsion immédiate. Le problème, Powell, fidèle à lui-même, il reste de marbre. C'est peut-être d'ailleurs le même marbre que celui des toilettes de la fête d'ailleurs. Résultat, aucune baisse attendue la semaine prochaine, lors de la réunion de la fête, mardi et mercredi, mais un joli suspense sur septembre avec 58% de probabilité de baisse des taux. En attendant, Trump a remis sur la table son projet préféré, virer Powell, même s'il persiste à dire qu'il veut le virer sans le virer, tout en sachant qu'il pourrait le virer, mais comme Powell va faire ce que Trump veut, il ne le virera pas, à moins qu'il ne fasse pas ce qu'il veut, auquel cas il trouvera une nouvelle liste d'insultes pour le faire démissionner, ou alors, en dernier recours, il le virera. Peut-être. C'est plus de l'économie, c'est plus de la macro, c'est plus de la stratégie, c'est la saison de trop d'une série Netflix. Cette saison où les scénaristes n'ont plus aucune idée et plus aucune inspiration sur ce qu'ils veulent raconter. Côté résultat, on a vécu une semaine contrastée. Alphabet, carton plein, capex de 85 milliards. Les marchés ont bégayé un instant, puis ils ont racheté du Nvidia dans la foulée à cause du capex. Tesla, chute libre. Bénéfices, ventes, volume, tout est en baisse. Musk essaie de détourner l'attention avec ses robots taxis à 6,90, ça n'a pas suffi, l'action s'est pris une tôle la semaine dernière. IBM et Honeywell, excellent chiffre, mais trop d'anticipation, donc on vend. ServiceNow, l'IA toujours, ça on aime, bien sûr, donc ça explose. Chipotle, indigestion, baisse de fréquentation, croissance annulée, le burrito fait mal au ventre. Et en résumé, si t'as une boîte tech qui cause IA, t'as le vent dans le dos. Si t'es une boîte normale, t'as intérêt à faire plus 30% de marge et à faire des prévisions dithyrambiques, sinon la sanction sera immédiate. Dans l'Europe, Christine Lagarde a fait ce qu'on attendait, c'est-à-dire rien. Après 8 baisses de taux d'affilée, la BCE joue la montre, inflation à 2%, croissance qui rebondit mollement, et on attend de voir comme la Fed. Mais clairement, l'Europe est en stand-by, évidemment suspendue au deal Trump-Europe qui n'arrive jamais pour l'instant. En attendant, Paris, Francfort et Zurich regardent Wall Street avec des yeux de chien battu en disant « Pinou, alors pourquoi on monte pas autant ?» Et pendant ce temps-là, l'Union européenne prépare la riposte tarifaire, le bazooka d'Emmanuel Macron, 93 milliards de claques sur les États-Unis si Trump applique ses 30%. Sauf qu'on sait tous comment ça va finir. Un accord de dernière minute, un tweet de Trump « We made a great deal !» et les marchés qui crient « To the moon !» Et si ça se trouve, ils sont déjà en train de signer à l'heure où je vous parle ce samedi matin. L'Asie a donc vécu sa meilleure semaine de l'été, plus 4% pour le Nikkei, plus 3,3% pour Hong Kong, plus 2% pour la Chine. Le deal Japon-États-Unis a mis tout le monde en confiance et tout le monde d'accord. L'IA continue de faire décoller les semi-conducteurs. Merci à Hynix. Xi Jinping est attendu bientôt pour relancer la machine chinoise pour la 812e fois depuis la fin du Covid, mais cette fois ça va marcher, c'est sûr. La Banque du Japon est toujours sur la corde raide. L'inflation fléchit, mais pas assez pour baisser les taux. Résultat, ChatGPT a dit qu'il ne faut rien faire et la BOJ obéit à ChatGPT et ne fait rien. Traduction, l'Asie fait comme tout le monde, elle attend que ça baisse, tout en achetant à fond parce que plus personne n'a peur jusqu'à que Godzilla ressorte du fin fond des abysses. En Suisse, on a vécu une lente balade entre torpeur, chocolat amer et grosse flemme collective. Il y a des semaines où tout part en vrille, où les marchés dansent de joie avec les taux d'intérêt, les résultats qui décoiffent et les annonces de tarifs douaniers qui font trembler de bonheur les traders et les gérants de fonds. Et puis il y a ces semaines, comme on vient de vivre en Suisse, une semaine qui ressemblait plus à une espèce de randonnée digestive, un soir de fondue, avec le coucher du soleil sur le sommet du Valais central, car un vrai marché boursier, vous savez, ce soir où vous êtes super lourd et vous n'avez pas vraiment envie. Le SMI est donc toujours coincé dans son range latéral qui rendrait dingue une boule de flipper. L'indice aussi entre 11 830 et 12 130, basta, on passe à autre chose. Les jours d'euphorie, on teste le haut, les jours de publication de Nestlé, on teste le bas. Mais pourtant, tout avait bien commencé, avec une ambiance plutôt légère à l'international, un accord commercial sur les États-Unis et le Japon qui avait redonné un peu de tonus à l'Asie, et donc elle avait chatouillé les espoirs européens, donc les espoirs en Suisse. Et puis les investisseurs guettaient un deal similaire entre Washington et Bruxelles. Et puis alors pour les plus optimistes, on guettait un accord tarifaire entre Washington et Berne. Sauf que le deal européen, tout comme l'abominable homme des neiges, on en parle beaucoup, mais on l'a jamais vu. Alors en Suisse, on a levé un sourcil, puis on s'est remis à siroter notre Ovomaltine,
juste avant de se souvenir que l'Ovomaltine, ça tient 8 secondes avant que ça nous pète à la figure. Et c'est là qu'est venu le gros morceau de la semaine, le coup de massue dans un marché déjà bien mou, Nestlé. Quand le géant de Vevey éternue, le SMI, il attrape la grippe. Résultat, pas catastrophique, mais pas fou non plus, on va en reparler. Des volumes en baisse, une croissance qui tout saute, et des marges qui sentent les produits pas frais. Bon, le marché n'a pas aimé, c'est pas un spoiler alerte, le titre a plongé, avec lui, l'ambiance générale sur le marché suisse. Tout le monde s'est regardé les pieds, et on est retourné chercher les plus bas, totalement déprimant à Vevey, et un peu moins à Bâle où Roche a fait quand même ce qu'il fallait. Et puis autrement, le reste de la semaine, un mélange de rebonds techniques sans conviction et de journées où le marché suisse a carrément oublié qu'il était censé être ouvert, des volumes rachitiques, une volatilité proche de la mort cérébrale et des titres comme Swisscom qui font la fête parce qu'ils ont bougé de 0,5%. C'est dire le niveau d'excitation qu'on vit en ce moment sur le marché suisse. Bon, faut dire que les Suisses cette semaine ont préféré attendre que les Américains fassent le job entre les résultats d'Alphabet, Tesla, les spéculations sur les taux de la Fed, la non-décision de la BCE, les tweets de Trump et la course au record du S&P 500. On a compris que la musique ne se jouait pas à Zurich, mais plutôt à New York. Alors on a suivi, comme souvent, n'ayons pas peur de le dire, on a suivi en silence, sans conviction, mais on a suivi, sauf pour ce qui est des records, parce que là, on n'a pas suivi du tout, puisqu'on n'a rien foutu. Et c'est peut-être ça le vrai résumé de la semaine en Suisse, un marché qui n'a rien initié, qui n'a rien anticipé et qui n'a rien osé. Tout a été dicté par l'extérieur. La Suisse a passé la semaine à faire du mimétisme de Wall Street, toujours sans les records, sans l'IA, et avec un décalage horaire au niveau de la motivation. Une semaine de plus où le SMI a fait du surplace avec une élégance, sans panique, sans euphorie, sans volume, juste rien, un peu comme la BCE. La semaine a été folle, euphorique, parfois absurde, mais sous les sourires, les fissures apparaissent tout de même, l'excès de confiance est palpable, peu importe ce qu'on veut bien en dire, les indicateurs de peur sont endormis, et pourtant, l'histoire nous rappelle quand même qu'un marché euphorique est souvent un marché vulnérable, même si on ne veut pas l'entendre. Alors oui, bien sûr, ça monte, mais n'oublions quand même jamais que c'est quand tout semble parfait que la fête peut s'arrêter net. Alors pour l'instant, on continue de danser, mais peut-être qu'on ferait bien quand même de garder un œil sur la sortie de secours, même si dire ce genre de choses, c'est pas très populaire. Souvenons-nous quand même de la citation de référence de Sir Templeton qui disait « Les bull markets naissent dans le pessimisme, grandissent dans le scepticisme, mûrissent dans l'optimisme et meurent dans l'euphorie. » Mais bon, en ce moment, quand tu sors une phrase pareille, on te lance des pierres. Sur les performances de la semaine, alors comme vous le voyez, donc on en a parlé largement, le Nikkei remporte le pompon, plus 4,11%. Et de l'autre côté, vous avez le pétrole qui se traîne en baisse de 3,24%. Et au milieu de tout ça, vous avez le SMI qui perd 0,11%. Voilà, je ne vous ai pas menti quand je vous disais que c'était chiant. Le CAC 40 qui prend 0,15%. Le Nasdaq en hausse de 1,05 qui bat quand même des records. Et le Dow Jones, malgré son 1,26 de hausse, qui ne fait rien. Le DAX perd 0,3%. On voit bien que l'Europe attend des annonces. Et puis on notera quand même au passage le Philadelphia Semiconductor Index qui perd quand même 1,51%. On l'a vu, des résultats relativement décevants dans pas mal de boîtes au niveau des semi-conducteurs. Pas forcément décevants globalement, mais on a vu que Intel, ça marchait toujours pas très bien. On a vu que Texas Instruments, ils n'étaient pas assez optimistes pour l'avenir. Donc attention quand même aux SOX parce que ça reste quand même toujours, même si on en parle beaucoup moins en ce moment parce que c'est passé derrière Nvidia, un indicateur avancé. Le SMI, alors comme vous le voyez, le SMI, eh bien alors sur les vedettes de la semaine, on a l'UBS qui prend 5,5%, enfin 5,05%, pardon, c'est la vedette, la star de la semaine. Ils vont publier la semaine prochaine d'ailleurs, donc ce sera intéressant à observer. Puis vous voyez pour le reste, les mouvements sont pas terribles à la hausse. Et puis à la baisse, eh bien évidemment, c'est Nestlé qui tire tout le monde en bas avec 5,66% de baisse sur la semaine et 6,62 chez Givaudan. On va revenir au niveau des résultats. Puis au milieu, vous avez Roche qui essaye de tenir le coup, mais qui prend 0,27% malgré des bons résultats. Holcim, Holcim bien sûr, Holcim qui est en hausse de 1,84 et puis Novartis qui fait du plus 0,61. Donc vous avez un gros poids à la baisse qui est Nestlé, qui est compensé par des essais de sauvetage du côté de la pharma. Mais c'est pas évident, mais ça donne quand même un SMI qui n'a juste rien foutu sur la semaine. Au niveau des graphiques, alors vous voyez déjà le SMI, on va pas perdre 15 jours sur le graphique du SMI, on ne fout strictement rien. Je vous le disais tout à l'heure, on est dans ce canal latéral entre 11 830 et 12 130 plus ou moins. Pour l'instant, on n'arrive pas à sortir et là franchement, après les résultats de Novartis, les résultats de Nestlé, les résultats de Roche,
C'est pas l'UBS avec sa pondération dans le SMI qui va réussir à sauver la mise à tout le monde. Donc ça va être difficile de sortir du range pour l'instant. J'ai de la peine à voir qu'est-ce qui va réussir à dynamiser le marché, à moins que le S&P gagne encore 10% la semaine prochaine, où là on va se sentir obligé d'aller rechercher la résistance des 12 400. Mais pour l'instant on est loin de cette situation-là. Donc rappelez-vous, hein, racheter sur les 11 800, vendez sur les 12 120, 12 130 et puis essayez de jouer le range pour l'instant. Le S&P 500, là ça se passe de commentaires. Alors on a cette espèce de tendance haussière qui était dessinée depuis un moment. Ben, on continue. Ça fait très peur, hein, ces tendances verticales. C'est pas vertical, mais l'angle d'attaque est un petit peu trop grand quand même. C'est comme en aéronautique, hein. Quand vous montez à la verticale, au bout d'un moment, on perd de la traction parce qu'on est beaucoup trop incliné et donc il n'y a plus assez de portance et on risque de glisser en bas. Donc attention à ce genre de situation, mais pour l'instant, bien évidemment, trouver des résistances, ça va être compliqué. Pour moi, la prochaine résistance, elle est à 6000, à 7000 quasiment, ne serait-ce que psychologiquement. Mais pour l'instant, ça va, mais on ne peut pas exclure à un moment donné un retournement qui vient d'un facteur, on va dire, exogène et pas forcément visible pour l'instant sur le graphique. Le Nasdaq, pareil, rien à dire. Vous voyez que l'ascension est quasiment verticale. C'est là ce qui est tout simplement ahurissant sur le Nasdaq, c'est de regarder d'où on vient. Regardez les plus bas qu'on a fait. Ça, c'est le 2 avril, cette zone-là. Le 2 avril, et on est monté depuis, regardez ça, c'est juste incroyable, 41% de hausse depuis le 2 avril. Alors que le 2 avril, encore une fois, on était tous au bord du suicide et il y avait déjà pas mal de journalistes qui se demandaient si on ne devait pas liquider nos fonds de pension à cause de ce qui se passait aux États-Unis. Le Dow Jones, je vous l'ai dit, pondération différente. Vous voyez qu'on est dans une configuration de triple top pour l'instant sur le Dow Jones. Là, même quadruple, on pourrait dire. Ça fait 4 fois qu'on vient tester ces résistances. Alors, est-ce qu'on va réussir enfin à venir casser cette zone des 45 000 sur le Dow Jones? La réponse probablement la semaine prochaine, mais si on casse là aussi, vous avez tous les gros morceaux qui sont un peu moins sexy parce que moins d'intelligence artificielle du Dow Jones qui vont commencer à tirer à la hausse. Ça voudrait dire qu'on anticipe vraiment une croissance exceptionnelle aux États-Unis, quelque chose de fabuleux, peut-être avec l'accord européen qui devrait tomber à mon sens dans les 48 à 72 heures au stade où on en est aujourd'hui. Je vous parlais du SOX. On ne fait pas un double top pour l'instant parce qu'on est encore un peu trop incliné à mon sens. Mais vous voyez qu'on arrive à des niveaux de résistance les plus hauts historiques hein, qui se passent à 5926 plus ou moins sur le semi-conductor index. On a buté la semaine dernière sur les 5778 à cause des résultats de Texas Instruments, à cause des résultats d'Intel. La semaine prochaine, on va avoir beaucoup de chiffres importants, entre autres des boîtes comme AMD. Et puis alors Nvidia viendra publier à la toute fin de la saison, puisque je crois que c'est le 27 août qu'ils viendront publier, donc on a encore un petit peu de temps à attendre. Est-ce que c'est encore une fois Nvidia qui va nous sauver la mise? Mais attention à ce retournement, ça peut être l'indication de peut-être de quelque chose un petit peu plus déprimant. On a vu des mauvais chiffres dans les boîtes comme ASML, enfin des mauvais chiffres, des chiffres relativement conservateurs et puis des ralentissements au niveau des carnets de commandes chez ASM et chez ASML. Et résultat, c'est peut-être le signe que pour l'instant le cycle est en train de ralentir au niveau des semi-conducteurs, surtout du côté que Nvidia peut peut-être pas forcément fournir tout ce qu'on veut. Donc attention quand même à ce secteur ces prochains temps. Nvidia est au plus haut de tous les temps, c'est la clôture de vendredi qui fait office de juge de paix. On est au plus haut, donc 173,5, c'est un nouveau record pour le roi du monde qui est toujours plus gros, toujours plus important et toujours plus impressionnant. Là aussi, difficile de dire à quel moment ça va se retourner, mais une certitude, ça va forcément se retourner un jour, ça ne peut pas continuer comme ça. On dit que les arbres ne peuvent pas monter au ciel, et à un moment ou un autre, il y aura une espèce de prise de profit, ou je dis pas un crash, hein, mais quelques prises de profit ou quelques corrections, ne serait-ce que pour revenir avec un taux de montée qui soit un petit peu plus humainement perceptible. Le CAC fait pas forcément mieux que la Suisse, mais il y a un petit peu plus de volatilité. Vous voyez qu'on bute sur les 7900 et des poussières sur le CAC toujours. On n'arrive pas à sortir de cette zone. C'est la loi de l'emmerdement maximum pour l'instant sur le CAC 40. Bien évidemment, on attend ce fameux deal Europe-États-Unis. Une fois qu'on aura ça, on y verra plus clair. La semaine dernière en France, on a eu les chiffres de LVMH qui n'étaient pas terribles, mais le titre semble avoir intégré le pire. Donc peut-être qu'il y a un petit peu d'espoir à chercher du côté du luxe. Hein. On aura les résultats d'Hermès et de Kering la semaine prochaine en France. Mais voilà, on attend bien évidemment les annonces au niveau des droits de douane. Le DAX, pareil, on hésite à haute altitude. Vous voyez que pour l'instant, les 24 300, 23 400 font office de résistance. Est-ce qu'on va réussir à sortir, à continuer cette accélération absolument phénoménale qu'on vit sur le DAX depuis pas mal de temps?
La question reste ouverte. Les chiffres continuent de tomber en Allemagne. Tout n'est pas extraordinaire. On avait des chiffres dégueulasses la semaine dernière chez Puma. Parce que la croissance ralentit, les ventes ralentissent, ça ne va pas forcément bien au niveau de la consommation. Voilà, et pour l'instant, malgré tout, le DAX est toujours au top de sa forme, mais semble un petit peu calé. Là aussi, est-ce que les droits de douane nous permettront de nous sauver les fesses? La question reste bien évidemment ouverte. Le pétrole ne fait rien, on oscille toujours autour de la zone des 65 $, 66 $. Là aussi, ça ressemble un peu à la dynamique du SMI pour l'instant. On oscille entre ce qui se passe entre la Russie et le reste du monde, des nouvelles sanctions contre la Russie dont tout le monde se fout, surtout Poutine, et vous avez un indice qui ne fait pas grand-chose, et on se pose des questions par rapport à la croissance mondiale. Évidemment, vous le savez, quand la croissance mondiale cartonne, eh bien, le pétrole aussi, et pour l'instant, ça cartonne plus des masses, et puis on se pose aussi beaucoup de questions. On aura pas mal de réponses au niveau de l'emploi américain la semaine prochaine, qui pourrait peut-être avoir une certaine incidence sur le baril. On attaque maintenant les vedettes dépressives de la semaine. Il n'y avait pas que du bon, hein, vous l'avez vu, et on commence tout de suite par Givaudan. Alors chez eux, ça sent toujours un business plutôt correct, surtout du côté de la parfumerie fine, plus 18% de croissance. C'est pas vraiment un flacon, c'est plutôt un missile de ce côté-là. Pendant ce temps, eh bien la parfumerie fonctionnelle ralentit un peu. Comme un lundi matin, vous n'avez plus de café dans la machine. Côté chiffres, la division parfum pèse 1,96 milliard de francs, plus 8,6%, pendant que les arômes ramènent 1,91 milliard, mais flirtent avec le zéro en francs suisses. Et niveau géographique, eh bien, tout le monde a mis son petit coup de spray, mais avec moins d'entrain qu'en 2024. L'Amérique latine mène la danse, l'Europe suit, et l'Amérique du Nord semble s'être endormie dans une espèce de brume de patchouli. Alors présenté comme ça a l'air joli, mais le marché, lui, il n'a pas du tout aimé. Il faut dire que pour le satisfaire, en ce moment, le marché, il faut se lever de bonne heure et il faut délivrer plus que des trucs bien ou pas trop mal. Il faut délivrer du rêve et si possible de l'intelligence artificielle. Et ce n'était pas le cas chez Givaudan. Vous voyez le graphique, ça se passe de commentaires, donc ça n'a pas du tout plu. On était à 3833 avant la publication. On finit la semaine à 3536, donc quasiment 10% dans les dents. Techniquement, on est revenu pile poil dans la zone de support avec le dernier reversal qu'on a vécu. À ces niveaux-là, pour les traders qui sont un petit peu optimistes, j'irais me positionner sur du 3450 pour essayer d'en pêcher à la limite. Ou alors pour ceux qui maîtrisent le sujet, vendez des puts avec des strikes 3450, 3400 pour racheter du Givaudan sur faiblesse à très court terme, à mon sens. Chez Julius Baer, on a beau gérer des fortunes, ça n'empêche pas de se prendre une claque de 130 millions dans les dents à cause de crédits pourris et de prêts hypothécaires qui sentent le moisi. Et résultat, un bénéfice net qui plonge de 35% et un Brésil qui part en fumée avec 99 millions de moins dans la cagnotte. Mais attention, pas de panique chez les banquiers zurichois. Les clients, eux, continuent de leur filer du pognon à gérer. 7,9 milliards d'afflux d'argent frais, presque le double de l'an passé. Les objectifs sont maintenus. On veut recruter d'ailleurs à tour de bras. Ils cherchent 150 conseillers par année, rien que ça. Donc si jamais, envoyez vos CV. Et on vise toujours des coûts bien tenus et un rendement des fonds propres de plus de 30%. Bref, un semestre un peu pas terrible, on va dire, mais le cost control brille et puis la machine à cash est relancée et tout le monde fait comme si c'était juste un petit accroc dans la cravate Hermès, mais globalement, tout va bien. Voilà Julius Baer. Alors là aussi, ça se passe de commentaires. Les résultats ont été relativement bien pris, on va dire de manière volatile. Vous voyez, c'est ce grand candlestick rouge là qui fait la date des résultats. En haut, en bas, finalement, on reste là où on était. Vous avez une tendance de fond qui reste bien établie. Tant que ça continue comme ça, on est en train de casser la moyenne mobile des 200 jours. Le chemin prend la bonne direction. Quand vous voyez les commentaires du marché, les réactions du marché, je pense qu'on peut viser à très court terme les hauts 50 avec peut-être une excès en direction des 60 balles sur Julius Baer ces prochains temps. Mais il n'y a pas de quoi s'emballer non plus dans l'immédiat. Mais c'est relativement calme et ça a été plutôt bien pris par le marché, c'est ce qu'on retiendra et c'est ce que le graphique nous montre cette semaine. Chez Lind & Sprüngli, c'est la preuve que vendre plus, ça ne veut pas dire gagner plus. Oui, les ventes ont battu des records. Oui, les gens continuent de se goinfrer de boules Lindor et de chocolat Dubaï. Oui, ça existe. Et quand on voit à quoi ça ressemble cette merde, ça donne pourtant pas envie d'y toucher. Oui, la croissance organique est stratosphérique en Europe et même les Saoudiens s'y mettent. Mais voilà, le prix du cacao a explosé façon Nasdaq en l'an 2000 et pour éviter la banqueroute à chaque tablette, eh bien Lind a balancé plus 15% de hausse tarifaire dans les rayons. Résultat, les clients râlent un peu, les volumes ralentissent et puis la rentabilité, elle se prend une claque.
Donc les bits perdent 11%, les marges fondent comme un lapin de Pâques qu'on aurait laissé sur le tableau de bord lors des premiers rayons de soleil en avril, et le bénéfice net s'écrase de 13%. Alors le marché, il n'a pas trop goûté le chocolat amer, là, 11% dans le cornet sur la semaine, alors même que les ventes étaient au top. Heureusement, la boîte croit encore au Père Noël et aux consommateurs fidèles, relève ses prévisions de croissance et promet de regagner quelques points de marge d'ici fin décembre. En gros, chez Lindt, on vend du rêve en vitrine, mais dans les coulisses, ça transpire sec pour que la magie continue. On espère qu'ils vont pas être obligés de virer la marmotte qui met le chocolat dans le papier d'alu, et ni Roger Federer. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Oui, bon, d'accord, je sais, le chocolat Milka, ça appartient pas à Lindt & Sprüngli, ça appartient à Mondelez et à Kraft avant ça, et à Souchard encore avant, mais c'était trop tentant de ne pas le placer en ce samedi matin. Voilà, Lindt & Sprüngli, ça se passe de commentaires, on n'a pas aimé. Et voilà, j'ai pas envie de dire autre chose. Graphiquement, ça veut rien dire ce genre de correction. On avait une très belle tendance de hausse sur Lindt ces derniers temps. Bon, on a tout pété pour l'instant. La question, c'est de savoir où est-ce qu'on va s'arrêter. Et comme quand vous écoutez les commentaires du management, j'ai envie de vous dire que si on revient sur le bas de ce range où on a pinaillé pendant quelques temps autour des 11 600, vous pouvez commencer à racheter du chocolat pour jouer la thématique des fêtes de fin d'année et peut-être pour ceux qui ont un peu plus de temps, le chocolat de Pâques l'année prochaine. Nestlé se fait donc secouer par le franc fort, les coûts du cacao et ses propres ambitions. Résultat, les ventes reculent de 1,8%, les bénéfices chutent à 5,07 milliards, soit 9%, et la marge se fait grignoter par la marmotte de chez Milka. Tout ça malgré une croissance organique molle de 2,9%, majoritairement due à des hausses de prix, pas toujours digérées par les clients, comme chez Lindt & Sprüngli. Dans le détail, le café et les bonbons tirent la charrette, les croquettes pour chiens suivent, mais l'alimentation classique flanche complètement. L'Europe, l'Amérique latine et les émergents sauvent les meubles, pendant que la Chine, elle fait sa crise de croissance avec une baisse de 4,2%. Nestlé reste pourtant confiant, il balance du cash dans l'innovation, 200 millions de ventes pour 6 nouveautés déjà mises en place, il nettoie les placards, restructuration des compléments alimentaires et promet que d'ici fin 2005, ça va briller sec. Bref, le géant de Vevey a mal au ventre, mais malgré tout, il garde le sourire. Par contre, les analystes et le marché, alors eux, ils n'ont pas du tout aimé. Révision de target à la baisse en masse et 7% de baisse sur la semaine chez Nestlé. Je vous refais pas le coup de la marmotte, hein. Non, je vous refais pas le coup de la marmotte. Je vais pas m'attarder sur le graphique, ça ressemble plus à rien. La seule chose qu'on peut juste noter quand même au passage, ce que je trouve assez magique souvent dans l'analyse technique, c'est que vous voyez que l'extrême baisse qu'on a faite la semaine dernière chez Nestlé, on est allé casser les supports de la période décembre-février 2024-2025. Ici, vous voyez, on est allé chercher là en bas, boum. Ici, on est allé casser, et qu'est-ce qu'on a fait? Boum, boum, et on termine pile poil où on avait fait les plus bas la dernière fois. Donc tant qu'on arrive à tenir ces niveaux-là, malgré les downgrades qu'on a vécu et qu'on va encore vivre probablement la semaine prochaine, j'ai quand même de la peine à croire que Nestlé peut aller beaucoup plus bas, surtout que le management était plutôt confiant. Voilà, on n'était pas content parce que le rebond qu'on espérait et qu'on avait espéré dans cette phase de hausse qu'on a eue depuis février, eh ben, il ne se confirme pas pour l'instant. C'est peut-être un petit peu décalé dans le temps. Donc s'il se confirme plus tard, on risque bien d'avoir un mouvement de ce type-là qui se redessine. En attendant, il ne faudrait quand même pas qu'on casse cette zone des 73 balles et chercher un peu trop bas sur Nestlé, au risque de voir des gens qui risquent de capituler sur le titre. La pharma baloise se fout totalement des incertitudes sur les droits de douane et le prix des médicaments aux États-Unis. Chez Roche, résultat plus 10% de ventes pharma aux US à taux constant, plus 7% en francs suisses, et ça dans un contexte où le dollar vaut à peine plus qu'un ticket resto. Les gros best-sellers, c'est Xolair, Hemlibra, Ocrevus, Vabysmo et Phesgo, qui assurent le show pour l'instant, pendant que les anciens médocs tombés dans le domaine public font tapisserie. Côté diagnostic, ça monte aussi avec plus 6% aux US. Bref, Roche a clairement le pied au plancher. Le boss Thomas Schinecker discute toujours avec Washington pour éviter de se prendre 10 à 30% de surtaxe dans les dents. L'idée qui flotte pour l'instant, c'est vendre en direct et zapper les intermédiaires.
simple, efficace, radical, moins pour les intermédiaires. Côté chiffres globaux, Roche empile les bons points. Chiffre d'affaires plus 4% à 30,94 milliards. EBIT de base plus 6% à 12,01 milliards. Bénéfice net plus 17% à 7,83 milliards. Et comme si ça ne suffisait pas, il confirme les prévisions pour l'année, vise 5% de vente et 6 à 9% de bénéfices par bon Roche, avec un dividende en hausse. En gros, un trimestre plutôt serein. Conclusion, Roche s'en sort mieux que Nestlé, mais en même temps, ils vendent pas de chocolat. Vous voyez le bon Roche. Alors c'est un petit peu décevant parce que quand je viens de vous faire une liste pareille de résultats, on devrait se dire « Waouh, c'est génial !» Ouais, c'est génial, sauf qu'on est dans un environnement de marché où les gens n'ont pas envie, et puis c'est pas si génial que ça au niveau de la performance du titre. Alors oui, on reste aussi comme le SMI dans ce range latéral sur Roche pour l'instant, et c'est pas ces excellents résultats qui ont suffi pour redémarrer. Vous voyez que sur l'annonce, le titre est monté quand même jusqu'à 270, mais finalement on se retrouve en dessous des niveaux de l'annonce en fin de semaine à 259 balles. Et c'est juste profondément déprimant après un trimestre d'une qualité, on va dire, relativement bonne chez Roche par rapport au reste. Mais ce qu'il faut retenir vraiment, c'est qu'en ce moment, pour avoir une cassure à la hausse sur le bon Roche, c'est pas forcément le marché qui va nous le donner, c'est pas forcément Roche qui va nous le donner. On aura besoin juste d'avoir un engouement général pour ce secteur-là. Et pour l'instant, on n'y est pas parce qu'ils n'ont toujours pas commencé à faire de l'intelligence artificielle. Chez Barème, le labo des peptides a balancé des résultats semestriels qui ont mis tout le monde sur le cul, dans le bon sens du terme. Chiffre d'affaires plus 30,2% à 313 millions, bénéfice net plus 38,6% à 50,1 millions. Bref, ils vendent du peptide comme si c'était du Red Bull en festival électro. Les analystes, eux, s'attendaient à un pétard mouillé, mais en fait non. Barème a calmé le jeu, confirmé ses objectifs pour 2025-2026. Ils ont ravivé la flamme des investisseurs, surtout ceux qui shortaient le titre et qui se sont fait cramer littéralement durant cette semaine. Oui, la boîte met le paquet sur la croissance. Oui, ça coûte cher. Oui, il y a des retards, mais elle avance. Et les gros investisseurs commencent à croire au scénario du blockbuster biochimique. Barème, c'est la surprise de la semaine et peut-être même de l'année. Dans son sillage, ils ont entraîné d'autres sous-traitants pharma comme Polypeptide et Siegfried. Voilà, ça se passe de commentaires. Qu'est-ce que je veux que vous dites de ça? Le titre se fait démonter depuis quelques mois. On est allé chercher des plus bas à 42, 42,30, 43,24, pardon. Et puis finalement, on a doublé. On a doublé depuis le 2 avril aussi. Donc juste impressionnant, et ils ont pris tout le monde à contre-pied, donc attendez-vous à voir encore des upgrades, des corrections de target, etc. ces prochains jours sur Barème. Le chart ne veut plus rien dire avec des gaps pareils à la hausse. On peut espérer encore aller chercher les 77,40, soit 77,60 qui seront la prochaine résistance, mais alors après, bien malin qui pourra nous dire, mais effectivement il y a eu un sentiment, une espèce de vrillage au niveau du sentiment. Les gens ont complètement vu autre chose sur Barème la semaine dernière. Donc à surveiller attentivement ces prochains temps. Nous voici donc en vrac de la semaine. On attaque tout de suite avec Roche qui a pris une claque avec l'échec de son Astegolimab dans la BPCO. Donc le traitement n'a pas fait mieux qu'un placebo. Du coup, Fontobel baisse son objectif de cours, mais reste à buy sur Roche. Ça ne sert à rien. On a vu que l'important, c'était les résultats. Belimo, eux, ils cartonnent grâce à la clim des data centers. L'été est chaud, les serveurs aussi, et les ventes suivent. DKSH s'offre les activités d'Eppendorf en Thaïlande, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air plutôt positif. Alzo bondit de plus 6%, plus de chiffres, plus de marge et objectif 2025 confirmé. La Banque cantonale du Valais a fait moins bien, mais garde la foi, même avec la BNS et la géopolitique en mode Jumanji, ils y croient quand même. Bossard souffre, vente et rentabilité en baisse, mais ils tiennent la ligne de mire pour 2025, même si la demande, elle, pour l'instant, elle fait la sieste. Dateviller, c'est moins pire que prévu, résultat en baisse, mais au-dessus des attentes, donc on valide, moyen terme maintenu. Helvetia nomme Karina Schreiber à la tête des risques, prise de fonction le 1er octobre. Welcome Karina. VAT Group progresse dans tous les secteurs, surtout les semi-conducteurs, mais les commandes déçoivent pour l'instant. Vetsug se prend un mur, moins 4,5% de vente, moins 66 sur les bits et le bénéfice net est divisé par 5, sanction immédiate, moins 17% en bourse. Bam! AMS Austral, c'est pas mieux, chiffre d'affaires et marge en baisse, mais ils y croient encore, le marché, lui, il croit plus du tout, la chute, 10%. Sicor en mode fusée, résultat en forte hausse et prévisions relevées pour 2025. Petite pépite en embuscade, Medmix s'essouffle, résultat en baisse, mais objectif maintenu. Pas de panique, on serre les dents et on y croit. Cosmo Pharmaceutical, revenu en chute libre, mais gestion serrée des coûts et objectif 2025 revu
à la hausse, va comprendre. Temenos explose les compteurs au deuxième trimestre, croissance de dingue, largement au-dessus des attentes, résultat 24% pour l'action sur l'annonce. Même en Suisse, on a nos mêmes stocks. EFG International, bénéfice net record, il vise au-dessus des objectifs 2025. BB Biotech perd encore, plombé par le franc fort et des marchés lunatiques, mais reste optimiste malgré les droits de douane, la régulation et les clowns de la politique de santé. Bystronic réduit sa perte, mais reste dans le rouge, l'environnement reste compliqué. Ils font ce qu'ils peuvent pour l'instant. Colten divise son bénéfice net par 2, résultat objectif annuel abaissé. Le dentiste va devoir se faire anesthésier. Aurel Fuseli sort du bois, bénéfice net x4 et objectif relevé. Comme quoi, hein, même les imprimeurs de passeports peuvent surprendre à la hausse. Schweiter se fait secouer, résultat en baisse, taux de change dans le rétro, perspective 2025 légèrement rabotée. Le composite, c'est pas toujours aussi solide que ça. Et puis Starac, Tornos perd de l'argent, l'environnement est difficile. Valiant sauve les meubles, bénéfice en hausse malgré moins de revenus et plus de charges. C'est pas joli, mais ça tient quand même debout. Fontobel voit ses résultats baisser, mais l'intégration d'IHAG booste les actifs sous gestion. Le banquier pleure, mais il gère quand même plus de pognon. Et on finit avec Zender, ça ventile fort, chiffre en hausse. Tout roule du côté ventilation pendant l'été. Du côté de la semaine qui nous attend, nous allons avoir du lourd du côté macro. Enfin, devrais-je dire, c'est la semaine de l'emploi aux USA. Il y aura les JOLTS, les chiffres ADP, les LFP, mais aussi la Fed qui ne fera rien et l'inflation US sous forme de PCE. L'Europe publiera son CPI, l'Amérique son PIB et la Chine son PMI. Côté chiffres du trimestre, ça sera la semaine du trimestre avec du Microsoft, du Meta, de l'Amazon et de l'Apple. Il y aura aussi les cartes de crédit comme Visa et Mastercard qui vont nous faire reparler de l'état mental du consommateur, du Boeing. Et en Suisse, il y aura de l'UBS et du Logitech. Et pour ce qui est de l'Europe, c'est du délire aussi. Kering, Hermès, L'Oréal, Stellantis, bref, la fin du mois de juillet sera chaude. Et vendredi, c'est congé en Suisse parce que... Nous aurons donc de quoi nous amuser sans aucun doute. Pour le reste, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker, de partager et de lâcher un commentaire si vous avez un truc sympa à dire, autre que la couleur de ma casquette, bien sûr. Passez un excellent week-end et merci d'avoir été avec moi dans ce Swiss Bliss aussi longtemps ce matin. Nous, on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Profitez bien, bon barbecue et à lundi. Bye bye!